Bonjour à tous, bonjour et bienvenue dans Rue des Écoles, le magazine de l'éducation de France Culture. Et Rue des Écoles, nouvelle formule, ce sera désormais tous les mercredis à 15h. Chaque semaine, nous traiterons 2 sujets. Le premier sous forme de dossier avec plusieurs intervenants. Un document d'archives viendra ponctuer la discussion ou bien un reportage inédit réalisé par Maëlys Pessery ouvrira le débat. Cet après-midi, raconter l'histoire de l'école hier et aujourd'hui, l'école et son récit. Et puis, dans une seconde partie, nous nous intéresserons à des ouvrages ou des prises de position qui animent le débat, à l'écho qu'ils peuvent trouver dans la communauté éducative, comme on dit, dans le corps social et bien sûr dans le discours et les projets politiques. Les problématiques de l'école et de l'éducation trouveront-elles une large place dans la campagne et dans cette élection présidentielle ? Eh bien, cette question reviendra sans doute très régulièrement dans Rue des Écoles. Aujourd'hui, nous parlerons d'un essai, La nouvelle école capitaliste. Mais ça, ce sera tout à l'heure, après la première partie. Monsieur Vauquelin, vous avez été instituteur sous le Second Empire. Nous aimerions vous interroger. Je vous écoute, monsieur. Voyons, en 1850, quand vous avez commencé à enseigner, quelle est la chose qui vous a le plus surpris ? Oh, assurément, l'abandon de la plume d'oie. Comment cela ? Oui, l'antique plume d'oie que les maîtres taillaient chaque matin fut remplacée par les plumes métalliques, la lance ou le modèle sergent-major. De messieurs Blanzy et Pour. Oui. Et l'écriture, à l'égal de la lecture, va désormais asseoir la réputation des bonnes institutrices et des bons maîtres. Alors on va en parler de ces révolutions, ces évolutions qui ont fait l'école telle qu'elle est aujourd'hui, donc de 1850 à aujourd'hui. Il est intéressant cet extrait, alors il ne date pas de 1850, il date de 1987. C'est une fiction, La Galerie des maîtres d'école et des instituteurs, 1820-1945, une fiction qu'on doit à Marc Villain et Pierre Lesage. C'est amusant car dans ce studio, nous avons succédé justement à l'enregistrement d'une fiction. C'est ça aussi Radio France. Alors je me tourne vers mes 2 invités. Jean-Michel Chapouly, bonjour. Bonjour. Vous êtes sociologue, ancien professeur à Paris 1, auteur de L'école d'État conquiert la France, 2 siècles de politique scolaire. C'est publié aux presses universitaires de Rennes et c'est paru l'année dernière, en 2010. Bruno Pousset, bonjour. Bonjour. Vous êtes historien, vous êtes professeur en sciences de l'éducation à l'université de Picardie Jules Verne et vous publiez ces jours-ci L'État et l'enseignement privé, l'application de la loi Debré, 1959, c'est précisé sur la couverture du livre. Et puis, heureux hasard pour les presses universitaires de Rennes, c'est également donc au pur. Alors, commençons, peut-être, l'archive était amusante, mais aujourd'hui, tel qu'on voit aujourd'hui l'histoire de l'école, qu'est-ce qui vous semble marquer le plus le débat, quelle évolution? Et moi, j'en vois deux sur lesquels on va longuement s'arrêter ce matin. L'œuvre de Jules Ferry dont on parle encore aujourd'hui tout le temps, que l'on convoque sans cesse. Et puis, évidemment, le collège unique, beaucoup plus proche de nous, en 1975. Jean-Michel Chapouly, est-ce que ça vous semble les 2 tournants qu'on discerne aujourd'hui comme les plus importants? Ces 2 tournants importants, certainement, mais j'aurais assez envie d'ajouter 1833, le moment où l'État prend en charge l'organisation avec une certaine efficacité de l'école, pas seulement l'État seul d'ailleurs, mais l'État avec les collectivités locales. Il faut donc au moins rajouter cette date-là, et peut-être il faut rajouter aussi vers 1900. Ce n'est pas une date on peut la repérer par un événement scolaire, l'enquête sur l'enseignement secondaire de 1898,
Mais c'est un tournant pour autre chose, c'est qu'en 1900, il y a à peu près 20 ans que les lois Ferry sont en place, et y compris celles qui ne sont pas des lois Ferry, qui sont un peu plus tardives, comme la loi de 1889 qui a ajouté aux lois Ferry la prise en charge par l'État du traitement des instituteurs, pour l'essentiel. Il y a donc une vingtaine d'années de fonctionnement de l'école, et il y a un premier bilan, et c'est à ce moment-là que débute la critique du système scolaire de la Troisième République, un système qui est stratifié avec un enseignement primaire, un enseignement secondaire et un enseignement supérieur, mais notamment avec cette dualité primaire-secondaire. C'est à partir de ce moment-là que commencent les débats qui aboutiront à la création, aux réformes des années 1960-1975. Et donc au collège unique. Et donc au collège unique. Mais le collège, il faudrait rajouter aussi au collège unique la réorientation de l'école vers une structure qui est organisée cette fois en fonction de l'accès au travail ou de la préparation au travail, ce qui n'était absolument pas le cas de l'école de 1880, ni même de l'école de 1900. Donc il faut rajouter quelques dates, c'est normal que ce soit ainsi. Les réformes Ferry sont certainement importantes, mais leurs effets aussi sont problématiques. Ce qui est très souvent oublié, l'efficacité n'a pas été très grande d'une grande partie des mesures, notamment celles qui concernent la fréquentation scolaire. Et il faut attendre 40 ans de plus, après 45, pour que la fréquentation scolaire sur la période de scolarité obligatoire soit à peu près respectée. Bruno Pousset, cette école de la Troisième République, école qu'on convoque parfois, enfin que d'aucuns convoquent encore aujourd'hui parfois comme un modèle, elle est évidemment extraordinairement sélective. Que pensez-vous du fait qu'elle reste aujourd'hui tellement présente dans un certain discours nostalgique sur l'école ? Particulièrement en période de rentrée. Oui, je crois qu'effectivement, chaque année, il y a le marronnier des livres sur l'école, et en particulier sur une école qui n'existe plus, mais je crois même qui n'a jamais existé. C'est ce que dit Jean-Michel Chapouli, d'ailleurs. Elle n'a jamais existé. Mais je crois parce que ça nous amène finalement à réfléchir un peu sur la manière dont on fait l'histoire. Et on pourrait dire qu'il y a trois nécessités qui s'entremêlent lorsqu'on fait l'histoire. Il y a une nécessité administrative. Les organisateurs de l'éducation, de l'instruction publique, l'éducation nationale ensuite, doivent organiser les différents ordres d'enseignement, comparer, mesurer, et c'est de plus en plus aujourd'hui le cas. Mettre en perspective. Déjà, quelqu'un comme Buisson, par exemple, dans son dictionnaire de pédagogie, essaie de comprendre de justifier plutôt comment est née l'école normale primaire, en montrant qu'elle ne vient pas de l'Allemagne, mais des frères des écoles chrétiennes, alors qu'on est à ce moment-là dans une perspective de laïcisation, vous voyez. Donc ça, c'est l'administratif. Ensuite, il y a le mémoriel, et on rejoint votre question, évidemment. Le mémoriel. On célèbre régulièrement un certain nombre d'événements, comme dans d'autres lieux, c'est pas propre à l'école. Le centenaire des lycées, le bicentenaire. Alors, en 2002, par exemple, on a eu un certain nombre de monographies, mais on en avait eu 100 ans plus tôt. Il y a eu évidemment le célèbre centenaire de l'école publique en 1981, mais qui avait une dimension hautement politique, puisque c'était au moment de la querelle scolaire. Il y a le bicentenaire des recteurs. Et puis, il y a ces qui a été célébré en 2008. Il y a cette nostalgie qui traverse un certain nombre de personnes qui estiment que l'école d'autrefois leur parlait davantage que l'école d'aujourd'hui. Alors peut-être aussi tout simplement parce qu'il y a des ruptures beaucoup plus importantes entre l'école d'autrefois et l'école d'aujourd'hui. Un manuel scolaire comme le Tour de la France par 2 enfants a eu une très longue vie. Aucun manuel scolaire aujourd'hui n'a une vie aussi longue, ce qui permettait à des générations de s'y retrouver éventuellement. Et puis il y a une troisième raison qui est d'ordre intellectuel. Pourquoi on fait de l'histoire, c'est pour essayer de comprendre, tout simplement. Vous avez parlé de l'histoire politique de l'éducation. Il faut aussi dire que l'histoire de l'éducation, ça se fait aussi avec les questions qu'on se pose aujourd'hui. Et ce qui permet ensuite de s'interroger sur le passé.
C'est pas un hasard si les choses sont plus compliquées en histoire, plus complexes plutôt en histoire, c'est parce que aujourd'hui le monde est plus compliqué, complexe, et donc on se pose davantage de questions différentes. Et les questions d'aujourd'hui, quelles seraient-elles? Ce seraient des questions concernant la mixité, les questions de la mixité sociale, les questions de genre, par exemple. Bruno Pousset? Je vous donne des exemples, oui, mais je crois développer. La question du genre, moi je crois qu'il y a une question plus importante qui est vraiment essentielle, c'est la question de la formation des enseignants. Sujet brûlant. C'est un sujet brûlant, sujet d'actualité qui va certainement vous occuper dans les semaines et les mois qui vont venir, mais là il y a vraiment un problème. Oui, Jean-Michel on pourrait ajouter aussi les effets de la décentralisation. On a découvert tardivement, dans les années 90, que les collectivités locales avaient été éventuellement un acteur extrêmement important de la scolarisation. Jusque-là, les historiens antérieurs y avaient été très peu attentifs. On peut comprendre pourquoi d'ailleurs. C'est que pendant assez longtemps, les collectivités locales, n'ayant pas un sou, étaient très peu actives pendant une 70 ans. Mais ça n'avait pas été le cas au XIXe siècle, où elles avaient joué un rôle, et de nouveau, elles se sont mises à jouer un rôle depuis les années 90, les lois remontant à 85, mais il a fallu un certain temps. Et donc, les effets de cette intervention de collectivités locales sur l'offre d'éducation sont probablement des effets qui sont extrêmement importants et qui sont pour l'instant peu contrôlés, peu surveillés et peu étudiés. Il apparaît, mais il apparaîtra sans doute encore plus, des inégalités régionales extrêmement fortes. Des inégalités qui remettent un petit peu, même franchement, en cause le fameux modèle mythifié de l'école républicaine, de l'école de la Troisième République. Oui, mais ces inégalités ont toujours existé. Ce qui a leur singularité, c'est qu'elles sont éventuellement renversées par rapport à ce qu'a été la période, on veut 1880. Le cas de la Bretagne est intéressant, avec une scolarisation quasi maximale par rapport au reste de la France, alors que c'était longtemps une zone retardataire, pendant assez longtemps, une zone retardataire du point de vue de la scolarisation. Mais c'est du passé. Bruno Pousset? Par rapport à la situation présente. Oui. Bon, moi, je vous disais la question de la formation, ça me paraît quand même un élément essentiel pour l'avenir, parce que nous sommes dans une période de renouvellement profond des générations d'enseignants, de passage de témoins, et ce passage ne se fait avec, je dirais, encore plus de bricolage que d'habitude. Alors, parlons un peu des enseignants. Justement, je vous propose d'écouter une nouvelle archive, une archive de France Culture qui est extraite des Nuits magnétiques en 1979. Aimer obtenir des résultats par ses propres moyens, selon des compétences qu'on nous a données. C'est un petit peu la construction de l'autonomie. À la recherche de la maîtresse idéale. Gentille, très gentille, qu'on fasse n'importe quoi et qu'elle s'endort toujours, qu'on fasse plein de trucs, qu'on s'amuse de partout et tout, qu'on fasse plein de jeux, qu'on fout tout en l'air pour bien s'amuser et tout. Est-ce que toutes les maîtresses sont sévères? Presque. Les feuillements se ramassent à la pelle, tu vois, je n'ai pas oublié. Les feuillements se ramassent à la pelle, les souvenirs et les regrets aussi. Mais le vent du Nord les emporte, dans la nuit froide de l'oubli. Tu vois, je n'ai pas oublié la chanson que tu me chantais. J'aimerais me tourner vers Alain Decaux, qui est petit-fils d'instituteur et d'institutrice, et lui demander ce qu'il pense de ce sujet que nous avons traité ce soir. J'en pense que c'est un sujet qui me touche, parce que j'ai grandi dans ce milieu. Et j'ai donc connu dans mon enfance un grand nombre d'instituteurs et d'institutrices. Je ne peux faire que des constatations d'ordre familial. Ce qui me frappe par rapport au texte que nous venons d'entendre et par rapport peut-être à la situation actuelle qui est faite aux instituteurs, c'est que le souvenir que j'ai du statut social de mon grand-père et de ma grand-mère est très supérieur à celui qui, hélas, je le crains, est redevenu celui des instituteurs. Socialement, avec un budget d'instituteurs et d'institutrices, donc entre le début du siècle et les années 20, le ménage de mes grands-parents pouvait avoir ce qu'on ne craignait pas d'appeler une bonne à l'époque. Et il y avait une maison de campagne, il y avait des vacances. Et sur le plan, si vous voulez, de la tenue vestimentaire,
Je ne dis pas que roulaient sur l'or, mes grands-parents. Mais mon grand-père avait l'air d'un monsieur. Et ma grand-mère avait l'air d'une dame. Extraordinaire, extraordinaire saut dans le temps que nous fait faire là l'historien très célèbre et très médiatique d'une autre époque également. Alain Decaux, peut-être sur le statut et sur la figure de l'enseignant dans la société. On voit que les choses ont énormément changé. Il y a toujours un petit peu de déploration aussi des enseignants par rapport à ce statut et puis une relative chute. Bruno Poussé. Il y a un premier élément d'analyse, c'est qu'il y a aujourd'hui davantage de professeurs que d'instituteurs, ce qui est quand même un élément fondamental. Aujourd'hui, d'ailleurs, officiellement, il n'y a plus d'instituteurs. Il n'y a plus que des professeurs. Soit professeurs des écoles, ou professeurs de collège et de lycée. Alors, après ce que dit Alain Decaux, c'est peut-être un peu mythifié. J'ai quand même l'impression largement que la représentation qu'il nous donne... je souhaiterais vérifier les choses un peu plus près, parce que je ne suis pas du tout sûr que ce soit exact. Il faudrait voir qui étaient ses grands-parents, ses arrière-grands-parents. L'instituteur avec une bonne, j'en connais pas beaucoup quand même. Si, parce qu'ils avaient peut-être, par ailleurs, l'un d'entre eux était un héritier de quelque chose, ce qui est un cas relativement fréquent. Ça peut être un héritier d'un petit commerçant ou d'un agriculteur. Mais effectivement, la perspective est sans doute en plus faussée par la période. Il voit rétrospectivement une période et il n'a pas forcément connu le détail des ressources et des comportements de ses grands-parents. Et puis c'était peut-être à la fin de leur existence. Oui, c'est à la fin de leur professionnelle, par exemple. Mais parce qu'il faut rappeler quand même la situation. Concernant l'évolution du statut de l'enseignant depuis le début du XXe siècle jusqu'à aujourd'hui, on dit depuis une vingtaine d'années, il faut revaloriser la profession d'enseignant. Est-ce qu'on a finalement une vision toujours un petit peu idyllique du passé ? Oui, alors parce que justement au début du siècle, il y a une crise de recrutement de l'enseignement parce que les salaires sont spécialement bas et une partie des normaliens s'échappent vers d'autres activités. Donc, et il y a eu comme ça des périodes diverses tout au cours du siècle où les salaires ont été notamment de début, ont été spécialement bas et l'existence des débutants particulièrement difficile. Il faut rappeler aussi, et à mon avis c'est encore peut-être plus important, c'est que l'instituteur de 1900, ou de 1940 d'ailleurs, de 1938, il est très fortement dans des campagnes. C'est très fortement des instituteurs des écoles à classe unique. C'est une chose qui est toujours laissée de côté. Mais les écoles à classe unique sont extrêmement nombreuses jusqu'aux années 60. Elles sont éteintes entre 1960 et 1970. Aujourd'hui, vous n'avez pratiquement plus de classe unique. Il en reste très peu. Et les écoles sont regroupées dans des centres, dans des bourgs relativement importants. Et donc, l'insertion sociale ne peut pas être du tout la même. Et la comparaison, la manière dont les instituteurs se comparent avec la population dans laquelle ils vivent n'est évidemment pas la même. Une partie, je pense, non négligeable maintenant des instituteurs n'est pas résident dans l'endroit où ils enseignent, ce qui était totalement exclu, pratiquement, au début du siècle, et même en 1940 d'ailleurs. Donc est-ce qu'on peut comparer les deux choses? Difficilement. En plus, il y a la question de la féminisation. Une partie plus importante sont des femmes, et actuellement, le niveau social semble s'être, je n'en suis pas sûr, il y a quelques données, mais il semble, le niveau de recrutement social des instituteurs semble s'être élevé, c'est-à-dire plus dans les catégories cadres, moyens ou au-delà, et moins dans les catégories populaires qu'il l'était au début du siècle, ou même dans les années 50. La suppression de l'école normale étant une des raisons, et le fait que les études ne sont pas payées. Comme ça pouvait l'être à l'école normale, voilà, c'est quand même des études un petit peu longues. Et ces institutrices sont assez souvent mariées à des cadres moyens supérieurs, donc c'est autre chose, ça ne peut pas être comparé. Je crois que là, les comparaisons du passé avec le présent sont de toute façon, extrêmement trompeuses, et qu'il faut plutôt y renoncer et indiquer plutôt ce qui a changé et ce qui
qui a profondément changé, qui fait que, justement, on ne peut pas comparer. Bruno Poussé, sur ces Autre élément évolutions. important, c'est la culture. C'est une culture de ville qu'ont ces jeunes collègues, et non plus une culture rurale. Et c'est ce qui explique d'ailleurs pourquoi un certain nombre habitent en ville et n'habitent pas dans le petit bourg où ils doivent enseigner, ou évitent par tous les moyens d'aller à la campagne, quand il n'y a pas moyen de faire autrement. Donc ça, c'est quand même quelque chose aussi de très important. Et concernant la politisation du corps enseignant et concernant son vote, les dernières élections ont vu différents sondages, différentes études, mais qui se recoupaient pour dire que le vote à gauche des enseignants avait reculé, que finalement on assistait en tout cas à un recentrage politique de la catégorie enseignante qui aussi avait diversifié son vote. On sait que beaucoup d'enseignants ont voté pour le Parti socialiste. Est-ce que là, on peut encore déceler un changement historique, Bruno Poussé? Oui, il y a certainement plus automaticité, quasi-automaticité, comme c'était davantage le cas par le passé. Mais sur une période donnée, parce qu'au début du siècle, les professeurs étaient majoritairement très conservateurs, puisque c'était des petits notables, ou des notables dans une ville. Aujourd'hui, les choses ont profondément évolué, mais parce que, disait Jean-Michel Chapouly à l'instant, à savoir qu'il y a vraisemblablement une élévation du niveau de recrutement et de l'appartenance sociale, vous avez une différenciation plus grande, effectivement. Je crois que la profession s'étant de fait banalisée, eh bien, les comportements sociaux se sont aussi banalisés. Jean-Michel Chapouly? Oui, il faudrait les comparer, les rapprocher des catégories voisines, c'est-à-dire par exemple des fonctionnaires d'à peu près de même niveau. Et d'autre part, l'offre politique est aussi différente, ce qui a correspondu à un moment qui entraîne une cristallisation, c'est-à-dire l'existence du Parti communiste et le fait qu'il avait des bastions solides d'enseignement, et s'étant aussi plus ou moins ayant plus ou moins disparu. C'est difficile de comparer. Ce qui semble toujours vrai, c'est que les enseignants, comme d'ailleurs une grande partie des fonctionnaires, votent toujours plutôt à gauche. Ça semble une constante qui est restée, et ça peut relativement se comprendre si on voit l'offre politique et éventuellement les avantages même catégoriels qu'ils peuvent espérer en tirer. On pourra observer les résultats de la prochaine élection. Voilà, je le disais en introduction, on va en parler sûrement tout au long de l'année. Dernier point, le collège unique. Je me suis intéressée à 2 ouvrages qui sortaient en cette rentrée. Natacha Polony, elle était hier l'invitée de Marc Voincher dans Les Matins. Elle est très très nostalgique d'une période qu'elle pense dorée, peut-être celle des années 50, des années 60. Et puis, elle pense que le collège unique n'a pas présenté un avantage forcément énorme et qu'il y a eu des erreurs. Et puis, l'ouvrage de Jack Lang qui pourfend la politique actuelle du gouvernement. Voilà, je vais dire le titre du livre, ce sera plus clair. Pourquoi ce vandalisme d'État contre l'école? C'est publié au Félin. Et puis, comme je précise aussi pour Natacha Polony, son essai « Le pire est de plus en plus sûr » est publié au 1001 nuits. Est-ce qu'on ne rejoue pas là un débat déjà très ancien, Bruno Poussé? Oui, un collège unique, moi je crois que... On l'a dit, on en parlait déjà. Je ne serais pas vraiment d'accord avec ce que vous dites de la pensée de la collègue en question. Je crois que le collège unique reste à faire. Il n'est pas encore fait. Voilà le problème majeur. Jean-Michel Chapouly? Oui, il y a toujours, à toute période, on trouve des gens qui affirment que l'État est calamiteux, l'état de l'école est calamiteux, et que c'est le début de la fin. C'était spécialement vrai en 68, mais ce n'était pas moins vrai en 1936, où on voyait le même genre de choses. Et quelquefois, l'indice qui est pris est un tout petit indice dont l'importance est surestimée. À part ça, il est par contre tout à fait évident que le collège unique n'a pas du tout atteint l'objectif qui était officiellement avancé,
il n'a jamais été tout à fait dans les conditions où il y avait une chance qu'il soit atteint. Et on peut se demander d'ailleurs s'il y a eu jamais une volonté politique qu'il les atteigne. Parce que une égalisation des probabilités d'accès, mettons, aux sections scientifiques les plus valorisées entraînerait, si elle était réalisée, entraînerait évidemment une baisse relative de la place des enfants des catégories supérieures. C'est quelque chose qui n'est jamais évidemment avancé, Donc, ce que je crois on peut dire par rapport aux effets du collège unique, c'est que au total, ça n'a pas changé grand-chose par rapport au système stratifié antérieur. On ne peut pas comparer très facilement parce que les catégories ont changé, les paysans en gros quasi disparu, mais on ne peut pas dire que les différences de probabilité entre un enfant d'ouvrier et un enfant de cadre aujourd'hui et en 1900, il y a eu un rapprochement au cours de la période. Et en ce sens, on peut dire effectivement le collège unique n'est pas réalisé, mais il n'a jamais été réalisé dans toute la période. Bruno Poussé sur cet échec. Il y a un signe tout à fait manifeste, c'est la répartition des moyens. Vous savez que actuellement, les moyens sont mis sur le lycée, mais de façon très massive. Ils sont mis ni sur le collège, ni sur l'université. Le coût par élève, on le sait, est quasiment le double. C'est facile à comprendre. Les classes supérieures sont fort présentes au lycée, et ça se continue par les classes préparatoires. Et le collège, c'est là où se rencontre la totalité des élèves. Ils sont un peu sacrifiés actuellement. C'est un débat que nous prolongerons sans doute cette année dans d'autres émissions à venir. Merci beaucoup Bruno Poussé. Je rappelle que vous êtes historien, que vous êtes professeur en sciences de l'éducation à l'Université de Picardie Jules Verne et que vous venez de publier L'État et l'enseignement privé, l'application de la loi Debré, c'est aux presses universitaires de Rennes. Merci également Jean-Michel Chapouli. Vous êtes sociologue, ancien professeur à Paris 1 et vous avez publié, vous, l'année dernière, aux presses universitaires de Rennes également, L'école d'État conquiert la France, de siècles de politique scolaire. I called out to the darkness, I've been looking for my eyes. Has anybody seen them? Can anybody help? I cried. In the silence, I heard my reply. And no one will ever know why. I called out to the darkness, I've been looking for myself. Can anybody find me? Is there nobody left? I called out to the darkness, why don't you ever hear me? And who hides behind you? Is there no way I can see? In the silence I heard my reply. And no one will ever know why. Comme je le disais en introduction, nous allons, dans Rue des Écoles, tout au long de l'année, nous intéresser à la vie des idées sur le plan scolaire. Aujourd'hui, La Nouvelle École capitaliste, c'est un ouvrage publié à la Découverte. Assisterions-nous aujourd'hui à une mutation historique de l'école, une école qui se plierait de l'intérieur à la norme sociale du capitalisme? Je cite l'ouvrage. Pour expliquer ce propos et lancer le débat, nous recevons
Guy Dreux. Il est enseignant en sciences économiques et sociales au lycée. Il est co-auteur avec Christian Laval, Francis Vergne et Pierre Clément de cet ouvrage qui vient donc de paraître. Bonjour Guy Dreux. Bonjour. La nouvelle école capitaliste, deux questions, double question. En quoi est-elle nouvelle et en quoi finalement est-elle plus capitaliste qu'hier, puisque le système économique n'a pas changé? Est-ce l'influence des idées néolibérales, par exemple? Oui, alors peut-être revenir un tout petit peu en arrière sur ce qui a présidé finalement quelle était notre intention avec cet ouvrage. C'est-à-dire que comme beaucoup, nous étions frappés par le mouvement de réforme et le mouvement accéléré de réforme que subit l'école depuis 15-20 ans. Et ce que nous percevions, c'était un besoin pour nous-mêmes, mais aussi pour les collègues, les parents, tous les acteurs finalement de l'éducation, un besoin de mise en cohérence. Et donc notre intention, peut-être immodeste, c'était d'essayer de faire une proposition d'entendement, c'est-à-dire d'essayer de voir qu'est-ce qu'on peut dire, quel peut être le fil rouge, la cohérence qui existe dans ces réformes qui sont parfois qui s'annulent presque les unes les autres, tellement la rapidité du calendrier politique est importante. Alors il y a eu une première chose, une première constatation, c'est qu'on s'est rendu compte que finalement le mouvement qui présidait à ces réformes, ou les tendances que ces réformes indiquaient, ne pouvait pas être compris, ne pouvait pas être entendu par un simple jeu d'alternance politique. Autrement dit, il est difficile de rendre compte de ce qui touche et de ce qui fait, selon nous, la grande mutation de l'école sur cette période, sur la période actuelle. Il est très difficile d'en rendre compte simplement à partir d'un jeu où se succéderaient des bons gouvernements et des mauvais gouvernements, des bonnes politiques et des mauvaises politiques. Je vous interromps une seconde, mais c'est une virgule. Quand commence pour vous cette mutation ? En gros, elle commence il y a une vingtaine, 20-25 ans. Et si je précisais ce point, c'est-à-dire que très rapidement, il nous est apparu qu'il fallait non pas recourir à un simple suivi des différentes réformes mises en place par des gouvernements successifs, mais d'essayer de comprendre ce qui finalement en donnait raison. Voilà, c'est ça. Et donc, d'une certaine manière, non pas simplement pour faire un pont avec votre première partie d'émission, mais faire un peu d'histoire, finalement. Allons-y. Allons-y. Évidemment, parler de la nouvelle école capitaliste, pour les amateurs de sociologie, et principalement de sociologie de l'éducation, ça va évidemment leur rappeler un ouvrage qui a paru en 1971, celui de Christian Baudelot et Roger Establet, qui s'appelait « L'école capitaliste en France », et qui... avançait deux propositions. Une première proposition qui était de dire que on ne peut pas faire de sociologie scolaire sans une sociologie générale, sans relier la question scolaire à la question des formes de la société, à la question de la nature du régime économique. Cette affirmation ne leur était pas propre, puisque d'une certaine manière, Durkheim, que l'on peut considérer comme le premier sociologue ou sociologue-historien, je ne sais pas comment on le dit, de l'éducation, affirmait effectivement qu'il ne pouvait pas y avoir de sociologie scolaire en dehors d'une sociologie générale. Bon. La deuxième affirmation de Baudelot et Establet, en 1971, donc, c'était de dire que finalement, il y avait une espèce d'homologie de l'école à la société qui l'environnait, ou pour le dire encore autrement, que finalement, dans une société de classe,
l'école était une école de classe. Et donc, ils essayaient de démontrer que finalement, il existait deux filières très distinctes. La première qui concernait le primaire et qui accueillait essentiellement donc les enfants, disons, du peuple, ou pour reprendre le vocabulaire marxiste de l'époque, le prolétariat. Et puis la deuxième filière qui était qu'ils appellent le secondaire supérieur et qui destinait les enfants de la bourgeoisie. Avec le petit lycée et le lycée, mais là, précisément, voilà. On est en Exactement. 1971. Exactement, on est en 1971. Mais ce qui nous intéressait, et c'est peut-être là notre distance vis-à-vis d'eux, c'est que Baudelot et Stablet vont jusqu'à dire qu'il y a une conformité absolue de l'école à la société qui l'environne, à la société de classe, et qu'ils empruntent d'ailleurs à Althusser la notion d'appareil idéologique d'État, c'est-à-dire qu'ils considèrent que l'école est intégralement, c'est-à-dire dans ses contenus, dans ses pratiques, dans ses modes de sélection, l'école est intégralement un objet, un instrument au service de la bourgeoisie capitaliste, et qui vise à assurer un mode de reproduction sociale, et qui vise à assurer finalement à ce que chacun prenne soit à sa place, d'une certaine manière. Voilà. Alors, il nous semble que rétrospectivement, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on peut dire que cette analyse, d'une certaine manière, est pré-néolibérale, dans le sens où, finalement, dans les années 70, ces auteurs, et bien sûr avec d'autres, mais ces auteurs ne pouvaient pas imaginer à quel point l'école pouvait être beaucoup plus assujettie aux exigences du monde économique. Autrement dit, notre propos, c'est de dire que finalement, il est pas tout à fait juste de dire que l'école dans les années 70 était intégralement, y compris dans ses contenus, définie par les besoins d'une cause qui était celle finalement définie par défendre les intérêts de la bourgeoisie. Pour le dire encore autrement, nous pensons que dans les années 70, l'école avait une certaine autonomie vis-à-vis du monde économique, dans ses contenus, dans ses pratiques, et que précisément cette autonomie est en train de se rejouer autrement aujourd'hui, et qu'elle est en danger aujourd'hui. Voilà. Alors, finalement, ce qu'on comprend, c'est que les réalités sociologiques de l'école et de l'éducation n'ont pas tellement changé. La reproduction, finalement, fonctionne toujours. Ça, c'est très clair, c'est statistique. On n'a pas beaucoup plus d'enfants, d'ouvriers, de prolétaires. Allons-y, pourquoi pas. En tout cas, on comprend ce qu'on veut dire de ces enfants à l'université, ou encore mieux, dans les classes préparatoires, surtout. Alors, à l'université, on parle du second cycle, puisque le premier cycle, lui, c'est quand même démocratisé. Finalement, on a toujours les mêmes réalités dans un paysage scolaire qui est, lui, beaucoup plus complexe, qui a totalement changé. On a parlé évidemment du collège unique, 75, de nombreuses réformes tout de même, un bac qui a beaucoup évolué, puisqu'il y a les bacs techniques, professionnels, beaucoup de bacheliers aujourd'hui appartiennent aux filières techniques et professionnels. Donc là aussi, en bout de chaîne, les choses ont beaucoup changé pour l'école. Il y a deux choses par rapport à la question de la reproduction sociale. C'est-à-dire que, d'une part, il est évident que les progrès de la démocratisation de l'école, mais bien sûr avec ses faiblesses aussi, mais a fait que finalement, d'une certaine manière, en 40 ans, les exclus de l'école sont à l'intérieur de l'école. Bon.
La grande nouveauté, malgré tout, c'est que, bien sûr, que Bourdieu, par exemple, dans les années en 71, la même année, publie avec Passeron La reproduction, et évidemment pointe les logiques d'une institution qui se veut à contenu universel et qui finalement fonctionne très bien, justement alimente la reproduction sociale. Ce qui a changé aujourd'hui, et ce qui est nouveau aujourd'hui, c'est que finalement, le principe de division sociale qui était d'une certaine manière confié à l'école passe non plus à l'intérieur de l'école, mais entre les écoles. C'est-à-dire que ce que l'on voit aujourd'hui dans les dynamiques de différenciation des établissements scolaires aujourd'hui, c'est qu'il existe de plus en plus de phénomènes de ségrégation sociale et ethnique. C'est le choix de l'établissement, un partage très inégal du savoir et de l'information qui font que certaines familles les plus aisées, les CSP+, et puis aussi les enseignants, vont choisir les meilleures écoles, les meilleures filières. Absolument, et très tôt. Et ce qui fait que la reproduction sociale à ce site particulier aujourd'hui, c'est que d'une part, elle vérifie totalement la sociologie des années 70 qui insistait sur le capital culturel des parents et l'importance du capital culturel des parents dans la destinée scolaire des enfants, mais aussi elle se complexifie ou se surajoute des éléments de ségrégation où finalement les parcours scolaires sont largement différenciés en fonction de la sociologie de la ville, en fonction de l'endroit où on habite, en fonction de tout un tas d'éléments. Des parcours aujourd'hui, on le voit assez compliqués, où on peut très bien aller du public au privé, du privé au public, dans une carrière entre guillemets scolaire. On évalue à 40% d'une génération qui a recours à un moment ou à un autre de son parcours scolaire, qui a recours à l'école privée. Alors ça, c'est assez nouveau, Guy Dreux. Alors venons-en aussi au propos de votre ouvrage, à certains propos, en tout cas que je souhaiterais pointer aujourd'hui. Vous parlez d'un nouvel ordre éducatif mondial. Alors, c'est tout de suite assez angoissant, hein, dès qu'on entend nouvel ordre. On entend que cet ordre ne vous satisfait pas. Et puis, vous mettez en avant une association parfois un peu étrange entre des courants de pensée qui, au départ, s'opposent, entre une partie de la gauche et la pensée libérale, par exemple. On peut l'illustrer par l'emploi du terme compétence aujourd'hui dans le vocabulaire pédagogique, et puis aussi, on pourrait parler du socle commun. Oui, alors deux éléments, une question sur le nouvel ordre éducatif mondial et puis la question du brouillage des positions et des discours. Vous pouvez répondre point par point, vous êtes enseignant et pédagogue, on va comprendre. L'expression de nouvel ordre éducatif mondial, ça renvoie à un ouvrage que, au sein de l'Institut de recherche de la FSU, nous avions publié il y a quelques années de ça, enfin plus de 10 ans je crois, et qui, au fond, était un travail assez préalable, qui, au fond, on avait collecté ce que préconisaient des grandes institutions internationales, en l'occurrence l'OMC, la Banque mondiale, l'OCDE et la Commission européenne. Et ce qui nous avait frappé à l'époque, c'était le bruit de fond commun, c'est-à-dire le fait que les préconisations de ces institutions étaient extrêmement proches et développaient des programmes que l'on qualifie de néolibéraux. Alors, pour ce qui est du brouillage des positions, ce qui est frappant, et c'est évidemment en lien avec ce que je vous disais au tout début, c'est-à-dire que l'histoire ou l'avènement de cette nouvelle école capitaliste ne répond pas ou ne se comprend pas dans un calendrier purement politique d'alternance entre la gauche et la droite, entre les différents gouvernements. Et c'est que précisément une partie de la gauche, et principalement la gauche de gouvernement ou la gauche qui se veut responsable, partage pour une bonne part, et c'est ça qui est frappant, partage pour une bonne part, ou s'est laissé imposer
une bonne partie des problématiques ou des notions qui étaient des notions proprement libérales. Bon, je peux prendre un exemple peut-être concret, je ne sais pas si on a le temps, mais on a le temps. Ce qui pourrait donner aussi à comprendre aussi l'ampleur de la rupture, ce qui frappe, c'est la façon dont l'éducation, de façon générale, est conçue. C'est-à-dire que je crois que ce qui tend à disparaître, c'est l'idée que le savoir, les connaissances, sont bonnes à partager parce que ces savoirs, ces connaissances valent pour eux-mêmes. Voilà. Bon, cette idée disparaît et de plus en plus, y compris à gauche, on considère que le savoir, les connaissances, la culture en général, n'est bonne ou n'est valable que parce qu'elle peut avoir un effet de réalisation, et principalement un effet de réalisation dans le monde économique. Et qu'à partir de cette idée-là, cette transformation très profonde du rapport que l'on peut avoir avec le savoir, du rapport que l'on peut avoir avec la culture. Donc qui est pour vous pas du tout une valorisation. Non, c'est la réduction, c'est à un utilitarisme relativement plat et ancien d'ailleurs, puisque Bentham avait des considérations sur justement ce que l'utilitarisme a développé justement des idées de ce que devait être la définition d'un savoir, et le savoir n'a de validité ou ne présente d'intérêt que parce qu'il donne une capacité à maîtriser la nature. Et donc la spéculation en elle-même, le savoir pour lui-même est quelque chose qui peut paraître complètement inutile. Et c'est ce qui se joue aujourd'hui. Et à partir du moment où cette notion de validité du savoir, de valeur de la connaissance en soi, à partir du moment où tout cela tend à disparaître, bien évidemment, vous avez, y compris à gauche, je reviens à votre question précédente, vous avez effectivement des individus qui vont intégrer complètement le logiciel libéral ou néolibéral à partir duquel on va interroger des dispositifs. Je prends un exemple très simple. Il y a tout récemment, Terra Nova a réussi à renverser de sa chaise... Donc un laboratoire d'idées, voilà, comme on dit... Proche du Parti socialiste. A réussi à faire tomber de sa chaise Laurent Wauquiez. Je pense qu'évidemment, c'était assez habile de sa part de le signaler comme ça, puisqu'il propose une augmentation très significative des droits d'inscription. À l'université. À l'université, pardon. Et on pourrait se dire, effectivement, et d'ailleurs, Wauquiez s'en est pas caché, qu'il était très surpris d'une telle proposition à gauche. Bon. Mais on peut comprendre très facilement ça. C'est-à-dire que leur idée, c'est toute simple, d'une certaine manière, c'est de dire, mais si on arrive à démontrer, ou si on considère que le savoir n'a qu'une seule utilité, c'est la réalisation de soi dans le monde économique. Si on arrive à montrer, et si on arrive à considérer, à accepter l'idée que le savoir n'a qu'une utilité, c'est d'augmenter le salaire d'un individu, et que finalement, que le savoir universitaire, ou plus exactement l'enseignement supérieur, n'a aucune autre utilité que celui d'assurer aux individus des salaires plus élevés que la moyenne, eh bien, on peut considérer que les bénéfices des institutions de l'enseignement supérieur sont des bénéfices privés. Or, le paradoxe, c'est que nous avons un financement public de ces universités. Et donc, disent des gens de Terra Nova, mais c'est très précisément ce que disait Éric Morin dans un essai célèbre, c'est de dire, mais ça n'est que justice sociale que finalement de faire payer aux individus, aux étudiants, leurs propres études, puisqu'ils seront les seuls à en bénéficier. C'est-à-dire balayant de cette manière-là tout le bénéfice qu'une société dans son ensemble peut avoir à faire partager les savoirs, à faire en sorte que des médecins, des techniciens, des professeurs, pourquoi pas, existent. Voilà. Et ça, c'est l'idée que vous vous attachez à défendre. Est-ce que finalement, on trouve beaucoup d'enseignants encore aujourd'hui pour défendre cette idée, puis je vais redescendre de l'université à l'école et revenir finalement
au socle commun. Donc, deux questions. Les enseignants dans la défense du savoir, pour le dire très simplement. Et puis, qu'est-ce que le socle commun fait à cette idée? Pourquoi la ferait-il reculer? Après tout, le socle commun, pour tout le monde, ça peut être un progrès. On relève un petit peu le plancher. Bon, ça ne vous a pas échappé. Dans l'ouvrage, nous renvoyons à quelques citations de Marx. Ça nous semblait important parce que Marx a accompagné son analyse du capitalisme et son analyse du capital d'une véritable sociologie de la connaissance. Et il a mis en évidence, il était sensible au fait qu'avec la mécanisation, avec le développement des machines, disons simplement les choses, eh bien, le savoir, l'intelligence passe du côté du capital. Voilà. Il fait une distinction très nette, par exemple, entre l'outil et la machine. Et l'outil dont se sert l'artisan reste celui qui sait, celui qui sait faire. Voilà. Alors que l'ouvrier qui utilise une machine, c'est la machine qui a le savoir-faire. Voilà. Bon. Il y a le capitalisme, le développement de l'industrie, le développement de la mécanisation pose un problème en termes de captation de la connaissance, du savoir, des savoirs techniques, mais pas seulement. Alors, pourquoi rappeler ça? Tout simplement parce qu'on peut transposer d'une certaine manière cette idée. C'est-à-dire que finalement, on pourrait imaginer que l'on passe d'un professeur artisan qui crée parfois même lui-même ses outils, par exemple en élaborant des compositions de textes ou en élaborant des exercices qui ne visent qu'à une seule chose, c'est de mettre au contact d'une œuvre ou de faire découvrir une loi ou que sais-je encore. Et puis on va passer à un professeur qui est face à une industrie de l'enseignement. Une industrie? Oui, une véritable industrie de l'enseignement, puisque avec des logiciels éducatifs qui tendent à se développer, avec tout un tas de choses d'accompagnement. Et il nous semble que quand nous parlons, puisque nous employons l'expression à plusieurs reprises, de prolétarisation des enseignants, ce n'est pas seulement, et ça renvoie à votre débat de tout à l'heure, ce n'est pas seulement pour déplorer la condition enseignante et la condition matérielle, mais plutôt une position par rapport pas seulement à son rappeler emploi, par rapport à son qu'ils travail. ont perdu du pouvoir d'achat, y compris M. Fillon à l'époque reconnaissait le fait, mais qu'ils sont aujourd'hui, qu'ils peuvent être dans une position où on les dépossède de la définition même de leur métier. C'est-à-dire qu'au fond, de plus en plus, notamment dans le supérieur, mais pas seulement, chaque collègue est obligé, directement ou indirectement, de s'expliquer sur ce qu'il fait, sur ce qu'il enseigne et sur ce qu'il recherche. Et rendre compte, pour revenir à cette notion de compétence, de ces acquisitions qu'on peut valider. Si son enseignement ou sa recherche est utile et en quoi elle est utile. C'est-à-dire qu'il est de plus en plus difficile pour des enseignants, pour des chercheurs, de défendre des programmes de recherche, des programmes d'enseignement qui ne visent pas une quelconque utilité immédiate. Voilà, c'est ça. Bon. Et alors, pour revenir à la question du socle commun, disons, je ne sais pas, mais disons simplement que il y a eu un travail qui a été fait pour valoriser la notion de compétence et faire en sorte que cette notion de compétence l'emporte sur la notion de connaissance et de logique disciplinaire. Pour le dire encore autrement. Compétence contre connaissance. Voilà. C'est intéressant, ça. Voilà. Et c'est l'idée que, finalement, le but de l'enseignement n'était pas tant de dispenser des logiques, des savoirs constitués à travers des disciplines qui ont leur propre histoire, etc., mais qu'il était important que chaque discipline vérifie qu'elle dispense et qu'elle mette en œuvre des activités cognitives, opératoires et efficaces
et probablement efficace dans le monde économique. Voilà en gros, si vous voulez, la transformation profonde qui est en œuvre et qui, par exemple, préside, si on lit les documents du Haut Conseil de l'éducation, qui préside à la redéfinition des programmes. Ça a été le cas ces dernières années pour le collège, pour l'école primaire. Alors, Guy Dreux, j'ai beaucoup aimé lire cet ouvrage, la nouvelle école capitaliste. Merci. Parce qu'il donne à penser qu'on soit d'accord ou pas. On l'entend, c'est un propos qui se situe vraiment à gauche, même très à gauche, dans l'échiquier politique. Enfin, on verra. Hein. On n'a pas encore les programmes des candidats. Mais il y a eu beaucoup de chemin qui a été parcouru par d'autres. Alors on va voir. Ils sont allés très loin à droite. Il y a un autre livre qui m'a intéressée. J'en ai parlé tout à l'heure et puis je l'ai écouté bien sûr au matin de France Culture, Natacha Polony. Et moi j'ai trouvé que sur plusieurs points. Votre propos est celui de Natacha Polony, qui travaille au Figaro, qu'on peut, elle, plutôt classer, alors je ne sais pas si elle le dirait, elle, mais bon, plutôt plus conservatrice. Finalement, elle, le savoir pour le savoir, c'est aussi une idée qu'elle défend. C'est une idée qu'on entend dans ce courant qu'on appelle les républicains. Et je voudrais savoir, vous, aujourd'hui, cette fameuse dispute dans l'éducation, la dispute pédagogue-républicain. Non, mais je voudrais juste que vous nous éclairiez et que vous répondiez à cette question. Vous me faites un mauvais procès, c'est-à-dire que je n'étais pas en train de dire que nous défendions l'idée d'un savoir purement spéculatif, qui n'ait aucune relation avec la réalité du monde social ou du monde économique, ou que sais-je. J'enseigne les sciences économiques, ou j'essaye d'enseigner les sciences économiques et sociales, et j'ai à cœur justement de faire un lien entre à la fois des capacités d'abstraction que certains auteurs ont pu avoir, et puis la confrontation avec des réalités immédiates du monde contemporain, etc., etc. C'est pas tout à fait ce que je disais. Ce que je disais, c'est que et c'est ce qu'on essaye de pointer, c'est que ce qui fait les contenus de l'enseignement, ce qui fait la forme de l'enseignement aujourd'hui, ce qui va rendre valable un effort d'enseignement ou de recherche. Ce que l'on dit, c'est que ça n'est plus défini, ou de moins en moins défini, de façon autonome, dans des logiques, je dirais, disciplinaires. Et de plus en plus, tout ça est traversé. On demande à l'école de dispenser des savoirs qui, in fine, ne trouvent leur validité que dans le monde économique, voilà. Y compris d'ailleurs certains lobbies patronaux font des efforts extrêmement importants pour participer à la définition des programmes, pour participer à la transformation de l'école. Et ça vous pose problème, on l'aura compris. La nouvelle école capitaliste, c'est publié à La Découverte. Guy Dreux, je vous remercie. Je rappelle que vous êtes enseignant, vous êtes aussi chercheur à l'Institut de recherche de la FSU. Comme mes 3 camarades. Voilà, vos 3 camarades, Christian Laval, Francis Vergne, Pierre Clément. C'était Rue des Écoles, une émission proposée par Louise Touré avec l'aide de Marie Dalquier. L'émission aujourd'hui était réalisée par Daniel Finot. À la technique, c'était Marie Le Peintre. Avant de nous quitter, nous vous mentionnons la rentrée du site du Café Pédagogique. Ils ont fait de même pour nous. Café Pédagogique, toujours intéressant à lire donc sur Internet. Et puis vos réactions, vos commentaires sont les bienvenus tout au long de l'année. Vous pouvez nous écrire sur le site de France Culture, à la page bien sûr de Rue des Écoles. Voilà, on passe le micro à Marie Richeux. Tout de suite, pas la peine de crier.